Bonsoir et bienvenue sur KTO dans Lumière intérieure. Nous recevons ce soir une figure incontournable de la vulgarisation scientifique, Mac Lesguy. Bienvenue, Mac Lesguy. Merci, bonsoir Bénédicte. Vous êtes le premier invité à avoir commenté les ampoules et la manière dont elles étaient en arrivant sur le plateau. On a tout de suite vu un ingénieur. Oui, j'ai dit que c'était une publicité vivante pour les ampoules basse consommation. Voilà, j'en ai chez moi et je suis surpris par la diversité d'ampoules. Voilà, ça m'a frappé tout de suite. J'aime beaucoup ces ampoules. On voyait d'emblée votre manière de regarder le monde. C'est un don tout petit, vous êtes né en regardant et en observant le monde. Je crois que je suis né observateur, effectivement, et Oui. je regarde beaucoup de choses quand je vois des vidéos, je regarde toujours où c'est tourné. Vous voyez, mon premier réflexe, c'est de dire, tiens, ça vient d'où cette vidéo voilà, est-ce que c'était tourné aux États-Unis L'autre jour, quelqu'un disait des mots gentils sur moi dans une émission, il était interviewé sur un fond de montagne. Mais très vite, j'ai pu écouter ce qu'il disait, qui était charmant. Je me disais, mais quelle est cette montagne? Et tout d'un coup, je me suis dit, ah, mais je reconnais cette montagne. J'ai déjà été une fois. Voilà, ce sont les aiguilles, je ne sais plus où, dans tel endroit. Oui, c'est un peu un défaut de naissance. Hein. Vous êtes né à Biarritz, je crois. Oui. Vous gardez des liens avec ce beau sud-ouest de la France? Alors, pendant très longtemps, en fait, mes parents m'ont élevé dans l'idée que il était normal pour avoir une vie réussie et un destin de faire de bonnes études et donc de monter à Paris. Et quand je suis monté à Paris, je me suis dit plus jamais je redescendrai à Biarritz, ma carrière est ici. Voilà, je me suis laissé happer par Paris dans les années 80 qui était merveilleuse. Et c'est en vieillissant que j'ai commencé à avoir une certaine nostalgie, d'ailleurs poussée par mes enfants, qui m'ont dit tu devrais quand même te rapprocher un petit peu de ton lieu de naissance. Nous, on adore la Côte-Basse, c'est très agréable. Ah, bah oui. À l'époque, mes deux parents ils vivaient encore, ce qui est toujours le cas pour ma mère. Et donc, voilà, j'ai fini par racheter une maison, effectivement, pas loin de Biarritz. Et je retrouve les joies de mon enfance voilà, Ouais. sur la côte basque et sur le Pays basque intérieur, qui est une région magnifique. Alors, quel était votre rêve d'enfant de métier? Vous seriez imaginé comme ça, présentateur de télévision? Absolument pas. Je veux dire quel est mon rêve d'enfant absolu. Quand j'étais petit, c'était les débuts du Parc national des Pyrénées, ouais, qui était, vous savez, ce grand mouvement de création des parcs nationaux en France. Pour la première fois, on sanctuarisait la nature, on mettait des gardes du parc, on aménageait des sentiers, etc. Et je me disais, j'aimais tellement, j'aime toujours beaucoup la montagne et la randonnée, et bien sûr le milieu naturel, et je me disais, mon rêve absolu, ce serait de devenir directeur du Parc national des Pyrénées. Voilà, rêve jamais accompli. Mais c'était comme ça que je me voyais à 40 ou 50 ans. Mais d'où ingénieur agronome, il y a quand même un lien. D'où ingénieur agronome. Ensuite, je me suis dit non, je vais plutôt être chercheur en biologie. J'ai aussi beaucoup hésité avec l'architecture, qui était la profession de mon père et de mon grand-père. Il y avait deux générations d'architectes. Mon père m'a dit, fais des études d'ingénieur, tu aimes bien ça aussi, voilà, tu t'occuperas, tu seras chercheur, puis si jamais ça ne te plaît pas, tu pourras faire architecture. Il se trouve que ça m'a plu, donc j'ai fait des études d'ingénieur agronome, voilà, Oui. c'est ma spécialité. Ensuite, je suis parti dans une carrière tout à fait à l'opposé d'ailleurs de mes études d'agronomie, avant par une série de hasards de me retrouver animateur et producteur de E égale M6. Donc E égale M6 depuis 96. Depuis 1996 à la même heure, le dimanche soir, mais avant on avait commencé en 1991, donc ça fait 35 ans maintenant que je présente ce magazine. Est-ce que vous avez envie de raconter en quelques mots l'origine de cette idée? Vous aimiez transmettre de manière simple les choses compliquées? Alors, alors, sans doute, je vais vous raconter comment je suis devenu animateur. Voilà. En fait, l'idée initiale de Gale M6, c'était un ami d'enfance, pas d'enfance, mais d'études, qui était ingénieur agronome comme moi, qui voulait faire absolument un magazine scientifique à la télévision. Il m'a dit, tu vas m'aider, on va faire un numéro 0, un pilote, pour présenter cette émission à M6. Et M6, j'en suis sûr, ils vont nous l'acheter. Je dis, mais ça ne marchera jamais. On est deux ingénieurs agronomes. Vous aviez jamais fait de télé? On n'a jamais fait de télé. On faisait une académie de formation métier de la télé, mais on n'avait pas de connaissances en termes de journalisme, en termes de production. On a quand même fait un pilote. Et cet ami a dit, en plus, c'est toi qui vas le présenter, avec tes lunettes rigolotes que tu as déjà. J'étais sûr, mais je ne suis pas bon, etc. D'abord, on va faire des économies, on va éviter de payer un comédien, on ne connaît pas personne pour présenter. Et ça va être très bien. Et M6, à l'époque, Thomas Valentin a dit à mon ami, mais ce présentateur-là, Mac Lesguy, tu es sûr de lui, etc. Il
il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de charisme, c'est un ingénieur, etc. Et mon ami a dit un truc, je crois, que Thomas Valentin m'a raconté des années après, donc Thomas Valentin qui était à l'époque numéro 3 d'M6, ensuite il est devenu numéro 2, il m'a dit, écoute, Olivier, qui est mon vrai prénom, il dit, Olivier, il n'est peut-être pas très connu, il n'a pas beaucoup de charisme, mais j'ai remarqué que dans les dîners, quand il commençait à raconter et à expliquer quelque chose, tout le monde se taisait pour l'écouter. Ah, dit Thomas Valentin. Ok, on va le prendre, à l'essai, on va bien voir. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, alors que, passez-moi l'expression, je me vois dans les premières émissions, j'étais mauvais comme un cochon. Voilà, je me suis retrouvé présentateur de cette émission. Donc vous avez appris. Ce que je comprends, c'est que vous avez Et l'impression donc d'avoir... j'ai vraiment appris, et donc M6 nous a fait confiance, et d'ailleurs nous fait confiance encore aujourd'hui, et on a vraiment appris sur le tas à écrire des reportages, à les tourner, et moi à les présenter. Et je pense que je suis devenu l'animateur passable que je suis au bout de 2 ou 3 ans. Les premières émissions, mais j'ai honte de les regarder tellement je suis, bonjour, c'est Hugues M6, voilà, je suis coincé, voilà. Mais bon, il faut croire que le fond a intéressé, puisque M6, après la première saison, a re-signé pour une deuxième, puis une troisième saison, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Et vous êtes parti de questions que vous posiez, ou des questions que vous entendiez que les gens se posaient? Alors, en fait, il y a eu 2 périodes dans Égal M6. La première, je dirais de manière un peu scolaire, on traitait des sujets de science et de recherche un peu à la mode, la conquête de l'espace, les nouvelles énergies, etc. etc. Dans le tournant des années 2000, on a commencé à s'intéresser de plus en plus aux sujets où l'on part de notre quotidien et on les décrypte sous le prisme de la science. Et c'est là qu'on a trouvé un nouveau souffle, parce qu'on était vraiment seuls à faire ce genre de vulgarisation. On peut s'intéresser aussi bien à la manière dont un shampoing va nettoyer nos cheveux, qu'une voiture électrique va rouler, ou comment, quand vous mélangez 2 liquides, par exemple de l'eau et de l'huile, vous pouvez faire une mayonnaise. Voilà. Avec à chaque fois derrière des physiciens, des chimistes et des biologistes qui vont nous expliquer les tenants et les aboutissants scientifiquement de ce phénomène. Mais notre marque le fabrique maintenant, effectivement, c'est partir des questions que tout le monde se pose, ou bien raconter sur des sujets sur lesquels on ne se pose pas de questions, les dessous scientifiques fascinants, mais toujours de notre quotidien. Et c'est comme ça que vous avez accroché votre public au début le dimanche matin, n'est-ce pas? Alors au début le dimanche matin. Alors j'ai ri parce qu'on est sur KTO, donc c'était l'heure de la messe. Ah ben on était. Alors, la concurrence. On a 35 ans, mais évidemment on ne peut pas rivaliser avec le Jour du Seigneur, qui est une émission bien plus vieille que la nôtre. Et je ne sais plus, quelqu'un me disait effectivement il y a très longtemps, il dit c'était en province. J'avais dit allez, je regarderai bien, mais c'est l'heure de la messe sur. Voyez. Voilà, c'est le Jour du Seigneur. J'ai dit j'en sais rien moi, allez à Vêpres un autre jour, comme ça vous pourrez regarder, etc. Et puis en 96, M6 était en panne d'émissions ou de séries américaines pour le dimanche soir. Et perdu pour perdu, ils se sont dit, écoutez, faites-nous une sélection de vos meilleurs sujets. Pendant 5 semaines, on va diffuser Hugues M6. Parce qu'on a un trou dans la grille. Banco. Et puis ça marche très bien. En fait, c'était une voilà. meilleure Et donc, au bout de la 4e semaine, ils nous disent, bon, écoutez les amis, à l'époque, on était tous les 15 jours. Est-ce que vous êtes prêts à passer donc sur cette case de 20h30 et en prime, à passer en hebdomadaire, ce qui était 2 fois plus de boulot qu'une émission tous les 15 jours. On s'est dit banco pour quelques années et ça dure depuis 1996. Alors vous êtes venu aussi nous présenter votre livre, Toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire, un ouvrage justement sous forme de questions du quotidien. Oui. Est-ce qu'on n'est pas plus efficace? Je me suis trompée tout à l'heure. Est-ce qu'on est plus créatif en bas de pyjama? Voilà une des questions. Exactement. En fait, dans ce livre est tiré des chroniques que j'ai faites sur RTL pendant 3 saisons. Donc, toujours des chroniques tirées d'études scientifiques sur lesquelles soit je rectifie des idées reçues, soit je fais part de découvertes. Et effectivement, cette recherche a été menée sur le télétravail. Est-ce qu'on est plus efficace en télétravail ou en présentiel? Des chercheurs ont mené des études très sérieuses sur des groupes d'ingénieurs dans de grandes entreprises, en les réunissant soit en présentiel, soit en visioconférence, et ils se sont aperçus que pour tous les problèmes analytiques, on est très bien en visioconférence parce qu'on est concentré, on regarde ses interlocuteurs, on ne se laisse pas distraire. En revanche, quand il s'agit d'effectuer un travail créatif, par exemple d'imaginer un nouveau slogan pour une campagne de publicité ou un nouveau produit, il faut mieux être en présentiel que focus sur une visioconférence, parce que quand vous êtes 3 ou 4 autour d'une table, vous discutez, puis vous laissez votre regard errer en disant « Ah, ben on pourrait penser à ci, on pourrait penser à ça ». Et le résultat a été mesuré scientifiquement. Plus d'idées créatives sortent d'une réunion
en présentiel de cette manière que dans la même réunion organisée avec les mêmes gens en visioconférence. Donc, on n'est pas plus créatif en bas de pyjama. En bas de pyjama, ça veut dire évidemment en télétravail, en restant en pyjama chez soi. Voilà. Il faut mieux se réunir à plusieurs autour d'une table, voilà, quand on veut être créatif, innover, produire de nouvelles idées, de nouveaux concepts. En revanche, pour le reste du travail, la visioconférence, c'est très bien. Est-ce qu'il y a un sujet ou une question qui vous tient plus à cœur dans cet ouvrage ? J'aime beaucoup le. Enfin, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on sait qu'en France, on a toujours un problème vis-à-vis de notre poids, de notre ligne. Voilà. Et la science a tranché. Il dit un des meilleurs moyens pour garder la ligne et ne pas prendre de poids, c'est déjà de commencer par bien dormir. Car le manque de sommeil et des études à la fois sur le modèle animal, sur la souris. Il faut imaginer qu'il y a des chercheurs qui privent malheureusement de sommeil des malégreuses souris pour voir l'influence sur leur métabolisme et à la fois par des études observationnelles sur le comportement des gens. On voit très bien que moins on dort, plus on dérègle notre mécanisme hormonal d'appétit et de satiété, et plus on est poussé à manger. Voilà, donc d'où le conseil, si vous voulez garder un poids stable, pensez d'abord à bien dormir. Ce que l'on obtient, autre chapitre du livre, en se levant tous les jours à la même heure. On dit qu'il faut se coucher tous les jours à la même heure. Non, pas du tout. En fait, il faut se lever tous les jours à la même heure. Abat la grasse matinée. Voilà, abat la grasse matinée du week-end en pensant récupérer sa dette de sommeil. Voilà, en fait, on fout tout en l'air. Il faut se lever, il faut chercher à se lever, évidemment c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, à se lever tous les matins à la même heure, 7 jours sur 7. Vous évoquez la question du bio et de est-ce que finalement cette nourriture bio est meilleure pour la santé ? Exactement. Et alors là, les études sont tout à fait claires. Alors je précise d'abord qu'on peut vouloir acheter du bio pour plein de bonnes raisons. Il ne s'agit pas du tout de remettre en cause les produits biologiques, mais en revanche, il ne faut pas acheter du bio en pensant qu'on va faire du bien à sa santé, car on n'observe absolument aucune différence. Et vraiment, beaucoup d'études ont été faites dans le monde entier sur les consommateurs de produits bio versus les consommateurs de produits conventionnels, classiques on va dire, et il n'y a aucune répercussion sur l'état de santé. Ce qui veut dire, c'est d'ailleurs rassurant effectivement, que quelles que soient les carottes, les tomates, les fraises ou les céréales que vous achetiez, ce qui compte, c'est le produit que vous achetez et pas s'il a été cultivé en bio ou de manière conventionnelle pour votre santé. Voilà. L'important, c'est ma conclusion, il dit, quelle que soit l'origine de vos carottes, mangez des carottes, mangez 5 fruits et légumes par jour, ça c'est important. Voilà, tout le reste est accessoire. Donc au fond, les pesticides ne nous abîment pas tant. Alors, il y a moins de pesticides, il y a moins de résidus de pesticides dans les produits bio que dans les produits conventionnels, c'est vrai. Mais la différence, ces traces sont tellement faibles qu'on n'a jamais mis en évidence d'effets différentiels entre les résidus de pesticides qu'on a dans les aliments conventionnels et ceux qu'on a dans les aliments bio. Voilà. Tout ça, ce sont des traces infinitésimales et ça n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, d'influence néfaste sur notre santé. Donc le temps passe et vous continuez à vous poser plein de questions, toujours inlassablement. Il y a tous les jours, voilà. Et depuis, c'est amusant parce que depuis que je parle de ce livre, on me pose des questions. Je dis, mais ça, je ne l'ai pas encore traité dans ce livre. Bah, ça pourrait tout à fait faire un chapitre pour un autre livre. Parce qu'effectivement, on se pose tous plein de questions. Il y a aussi beaucoup d'idées reçues qui traînent. Vous savez, dans les dîners, quand j'entends une idée reçue, les convives qui me connaissent sont perdus. Tout le monde me regarde en disant, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Voilà. On va se faire taper sur les doigts. On est là pour dîner, passer un bon moment. Voilà, exactement. Voilà, on ne va pas faire un cours de science tout de suite. Merci beaucoup. Mac Lesguy, on va passer à la deuxième partie de cette émission avec 4 mots que vous allez commenter, explorer à votre idée. Entendu. À tout de suite. À tout de suite. Nous sommes toujours sur KTO dans Lumière intérieure avec vous, Mac Lesguy. Très heureux de parler avec vous et de vous donner ce premier mot, vocation. Ah, vocation. La vocation, ça fait référence, bien sûr. Est-ce qu'on a une vocation? Est-ce qu'à la naissance, on ressent une vocation pour telle ou telle carrière, telle ou telle envie de métier, telle ou telle envie de vie? Ça ne me dit pas grand-chose, car quand j'étais petit, je lui ai dit, bon, j'avais des idées de métier, mais je ne me sentais pas voué à faire quelque chose en particulier. Le fait que je me retrouve à faire EGaL-M6, ça m'est tombé dessus un petit peu par hasard. Ce n'était pas une volonté de ma part. Et en fait, en vieillissant dans EGaL-M6, je me rends compte que c'est maintenant que j'ai trouvé ma vocation. Aujourd'hui, je me sens le devoir d'essayer de transmettre à mon public, en télévision, à mes lecteurs éventuellement,
la meilleure information scientifique possible. Parce que je trouve qu'il y a dans ce monde contemporain beaucoup de désinformation, beaucoup de fake news, pour employer un anglicisme qui circule. Et je pense que des citoyens éclairés doivent être à la base bien informés de la réalité des choses. Et je pense que la démarche scientifique, dans les domaines qu'elle embrasse, est la meilleure démarche pour apporter des réponses qui permettent d'éclairer, qui permettent de nous éclairer. Donc ma vocation, elle est apparue sur le tard. Je dirais que pendant longtemps, j'ai fait cette émission Égal M6 un petit peu par jeu, parce que c'est produire une émission scientifique, expliquer la science, c'est quelque chose de très amusant à faire. Donc j'ai pris ça un petit peu comme un jeu. J'ai toujours eu pas mal de mal, même beaucoup de mal à me prendre au sérieux. Mais en vieillissant, je me suis dit que c'était peut-être pas un hasard si l'émission avait toute cette longévité et que ma responsabilité, et c'est un peu devenu ma vocation, était vraiment d'offrir une vulgarisation scientifique irréprochable à mon public de téléspectateurs français. Voilà, donc peut-être que ma vocation, vous voyez, elle est plus tardive que précoce, mais c'est devenu celle-ci aujourd'hui. Et peut-être la question qu'on a envie de vous poser, c'est tout votre travail est de vulgariser pour que nous comprenions, et ça fonctionne très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas des limites à devoir simplifier pour un grand public ? Est-ce qu'à force de simplifier, on peut faire dire des erreurs ou comment est-ce qu'on fait pour simplifier sans édulcorer ou sans rendre la chose fausse ? Alors, simplifier sans édulcorer, c'est vraiment une question centrale chez nous. Je dirais que la première chose, c'est qu'on ne traite plus aujourd'hui de sujets scientifiques très compliqués. Je prends un exemple, la physique quantique, vous savez, une grande branche de la physique qui s'occupe de l'infiniment petit ou de l'extrêmement petit, c'est quelque chose de très compliqué à vulgariser. Ce ne sont pas des thèmes qu'on va aborder le dimanche soir devant une audience familiale. Ensuite, même sur des sujets simples, dès que vous avez des sous-jacents en physique, en chimie, on va commencer à parler de molécules, d'atomes, de liaisons, de réactions chimiques, de réarrangements moléculaires. Il faut faire très attention dans le choix des termes. Et ma baseline, depuis 1991, j'ai toujours dit qu'il fallait qu'on puisse vulgariser sans caricaturer. Il fallait que notre émission plaise au grand public sans déplaire aux scientifiques. Donc, c'est vraiment un travail collectif que je fais avec mes journalistes, avec ma rédactrice en chef, d'essayer de trouver les bons termes, de s'arrêter au moment de l'explication où on commencerait justement à l'édulcorer, à la simplifier. On se dit plutôt, on ne va pas parler de cet aspect ou de ce sous-aspect de la question pour ne jamais travestir ce que nous disent les scientifiques et travestir la réalité scientifique du problème. Vous savez, on a une mission, on a 1 million et quelques centaines de milliers de téléspectateurs, dont des scientifiques. Si jamais on commet des erreurs, on commet des simplifications abusives, on est tous les dimanches soirs sous leur fourche codine. On se fera reprendre avec raison. Vous avez un courrier des lecteurs monstrueux de reproches et de... Ça nous est arrivé des fois de faire des erreurs. Je me souviens d'une erreur cuisante, on parlait d'optique. On parlait du rouge, du vert et du bleu, et j'avais dit ça, ce sont des couleurs primaires, alors qu'en fait, ce sont des couleurs secondaires. Voilà. Et je me souviens, ça a été aussitôt une avalanche de protestations, à raison, effectivement. Des profs de physique se sont dit comment pouvez-vous dire une horreur pareille alors que les enfants des écoles vous regardent ? J'avais honte, effectivement. Voilà. On a rectifié dans les rediffusions. Il faut qu'on fasse très attention, et c'est moi qui, à la fin, au moment où on va enregistrer le commentaire final de l'émission, c'est moi qui le réécrit pour vérifier, traquer l'erreur scientifique qui pourrait encore se glisser après les visionnages et les revisionnages des reportages de l'émission. Voilà, parce qu'au bout du compte, en bout de chaîne, c'est moi le responsable. Et puis on met en quelque sorte un petit peu, bon, j'exagère, on met un peu sa tête sur le billot de la recherche scientifique. On fait vraiment très attention, je fais très attention à ça. Est-ce que vous laissez parfois des questions ouvertes en disant voilà, on présente l'option du débat, les termes du débat, et puis finalement on ne sait pas, et 3 petits points de suspension ? Alors oui, mais mes journalistes n'aiment pas ça. Ils aiment dire on ne va pas en parler parce que la science n'a pas de réponse à cette question précise. On ne sait pas. On ne sait pas l'effet de tel produit ou telle molécule, on ne comprend pas très bien pourquoi ceci fait cela. On n'a pas le droit de dire ça. Les scientifiques nous disent qu'il n'y a pas encore de recherche à l'appui de ça. J'ai dit mais au contraire, laissons-le.
La science n'a pas réponse à tout. Et dans la démarche scientifique moderne, voilà, quand un chercheur dit la science n'a pas permis de trancher la question, bon, il le dit avec des arguments. Il y a des gens qui disent c'est plutôt ça, mais il n'y a pas de recherche qui a permis de trancher pour la réponse A ou la réponse B. Moi, au contraire, je trouve que c'est très bien en disant voilà, on ne peut pas répondre à cette question. La science n'a pas encore tranché. Peut-être qu'un jour, on aura la réponse. Quelqu'un fera une recherche spécifique, mais pour l'instant, on ne sait pas et je trouve très bien de le dire. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous passionnent plus que d'autres ? Est-ce qu'il y a des sujets qui me passionnent ? Non, je dirais... bon, on a fait beaucoup de sujets, on a fait des milliers de reportages. Le sujet qui me passionne, c'est celui où j'apprends quelque chose de vraiment nouveau que je ne savais pas. Voilà, je dis, what ? À 63 ans, moi qui fais de la vulgarisation scientifique depuis des années, je ne savais pas encore ça. Voilà, ça, je trouve ça passionnant. Sinon, moi, j'aime beaucoup l'histoire des sciences et des techniques. Il n'y a rien que je trouve plus beau et plus réussi qu'un joli sujet où on apprend qu'il y a très longtemps, on maîtrisait une technique qui a quasi disparu aujourd'hui, mais qui était très efficace pour l'époque. On fait de temps en temps des sujets sur l'histoire des sciences, de l'agriculture, des techniques, l'histoire de l'hygiène. Et ça, ce sont des sujets tout à fait passionnants. Est-ce que vous avez envie de nous raconter une anecdote de tournage particulièrement amusante ou marquante dans votre histoire ? Je pense qu'il n'y a pas très longtemps, moi j'aime beaucoup l'archéologie. Vous savez, on dit souvent l'archéologie c'est un métier beau en apparence mais qui est très ingrat parce qu'il faut gratter la terre en permanence. On gratte beaucoup avant de trouver des objets archéologiques. Et je suis invité par l'INRAP, l'Institut national de recherche d'archéologie préventive, sur ce qu'on appelle une fouille d'urgence dans un terrain agricole quelque part en Normandie. Un matin très froid, un hiver, il y a 2 ou 3 ans, et devant les caméras, il dit vous allez voir ce que c'est que le quotidien d'un archéologue. Vous avez un carré, vous allez commencer à gratter. Dans le froid. Et comme ils étaient gentils, ils avaient prévu des artefacts, c'est-à-dire des objets anciens. C'était un site romain, gallo-romain. Ils avaient prévu des artefacts à cacher pour que je fasse semblant c'était une chasse au trésor. Pour que je fasse semblant d'en découvrir. Et dit voilà, commencez à gratter et puis on mettra une pièce qu'on a retrouvée l'année dernière, etc. Je commence à gratter sur un terrain qui était vierge de fouilles. Je gratte et voilà que je mets au jour un fragment de vase en verre qui était donc un vase gallo-romain qui dormait là depuis 2000 ans quand même. Ah, elle me dit, vous avez de la chance, ça va être la chance du débutant. J'ai dit, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Je continue à gratter et là, je tombe sur un clou gallo-romain. Non. Ah, elle me dit, attendez, mais 2 découvertes en moins d'une demi-heure de fouille, c'est extraordinaire. Voilà, j'étais fier, évidemment, comme Artaban. J'ai sorti, voilà, vous voyez, la chance du débutant m'a souri. C'était un super moment. Mais donc, vous êtes sûr qu'on ne vous les avait pas cachés pour vous faire plaisir ? Je le promets, voilà. Ah, c'est magnifique. Ils ont remballé leur boîte avec leur découverte qui comptait gentiment me mettre sous la terre. Voilà. Donc, j'ai vraiment touché le quotidien de l'archéologue. Et pour le coup, j'ai ressenti ce qu'était le vrai frisson que tout d'un coup, vous mettez au jour pour la première fois depuis des milliers d'années un objet qui dormait là, qui attendait d'être redécouvert. Mais c'est très injuste, si je puis me permettre, parce que vous n'y avez passé qu'une demi-heure, alors que tant il passe des mois et des mois dans le froid. Exactement. Et la poussière. Exactement. Mais moi, c'est ma vie, ça. C'est-à-dire rencontrer des chercheurs qui passent des années sur un sujet souvent ingrat, à chercher, à faire très attention, et moi arriver au dernier moment et à bénéficier du fruit de leur recherche. C'est pour ça que je dis que je suis un privilégié quelque part. Alors le deuxième mot, on l'a effleuré tout à l'heure, enfin vous l'avez effleuré tout à l'heure. Le deuxième mot, c'est rumeur. Ah, la rumeur. Alors la rumeur, elle est terrible. Et alors la rumeur a toujours existé, mais aujourd'hui, avec l'explosion des réseaux sociaux et des différents canaux d'information, elle devient préoccupante et même parfois terrifiante. Et notamment dans les domaines scientifiques. Je m'explique. Quand j'ai démarré E = M6, le savoir scientifique était à la base émis par des chercheurs et des scientifiques, qui parlaient ensuite à des journalistes scientifiques dans des médias qui étaient reconnus, des journaux,
l'ORTF, vous voyez, des médias qui étaient reconnus, et ils faisaient leur travail de vulgarisation, et ça diffusait ensuite vers le public. Aujourd'hui, vous avez les scientifiques, mais vous avez des influenceurs sur TikTok, vous avez des gens qui font des vidéos sur YouTube, vous avez des gens qui interviennent sur les réseaux sociaux divers et variés avec beaucoup de succès. Tous ces gens-là sont producteurs d'informations. Voilà. Certains sont repris par les médias, d'autres pas. Et finalement, la parole du scientifique va être noyée dans un flot d'informations. Alors certaines sont justes, d'autres sont parfaitement fausses. Et le grand public a de plus en plus de mal à hiérarchiser ces informations, à discerner le vrai du faux, le pas tout à fait vrai du pas tout à fait faux, le prouvé par la science du juste sorti de la cervelle d'un influenceur, et ça devient très compliqué. On le voit très bien dans les domaines de la médecine, on le voit dans les domaines de l'énergie, on le voit dans certains domaines de l'écologie et de l'écologie politique. Tout ça se mélange, et les vulgarisateurs eux-mêmes parfois ont bien du mal à faire leur travail. Souvent je reprends mes journalistes en disant mais d'où tu sors cette information? Elle dit, mais tout le monde le sait, ou tout le monde le dit. Je dis, ah mais ça, c'est pas en science. Tout le monde le sait, c'est pas une référence scientifique. Si tu as une étude scientifique publiée dans une revue à comité de lecture, à ce moment-là, on peut compter dessus. Sinon, cette rumeur, cette information n'a pas de valeur. Fondement. Et la rumeur et les manières dont les réseaux sociaux aujourd'hui les propagent peuvent être de vrais cancers pour la société. Mais alors, du coup, qu'est-ce que vous nous donneriez comme conseil pour nous, le grand public, pour discerner le vrai du faux? Alors, si je voulais faire un peu de publicité pour mon livre, je lirais mon livre. D'abord, il ne répond pas à tout. Deux, peut-être qu'il n'est pas exempt de biais. Je dirais, essayez déjà de varier les sources d'information. Essayez de lire plusieurs journaux, essayez de vous abonner à plusieurs journaux, de regarder plusieurs émissions, éventuellement de lire des livres. Et puis, au final, le paradoxe, si vous voulez, c'est que l'information scientifique n'a jamais été, par le truchement d'Internet, n'a jamais été aussi facilement accessible. Avant, la grande revue scientifique qui fait référence au monde entier, qui s'appelle Nature, pour les lire, il fallait s'abonner. Toutes les semaines, vous aviez un pli qui vous arrivait des États-Unis. Vous lisiez Nature, c'était en anglais. Aujourd'hui, vous pouvez le consulter sur Internet. C'est quand même beaucoup plus simple. Et vous pouvez acheter un seul article. Alors, je ne demande pas à tout le monde de lire Nature, mais d'essayer de lire, ou dans la presse, ou d'écouter à la radio ou à la télévision, des journalistes qui se réfèrent à ces grandes revues scientifiques. Voilà, ça permet d'échapper un petit peu à la rumeur et je pense que, je ne sais pas si l'intelligence artificielle va résoudre ce problème, j'ai peur qu'elle ne l'aggrave parce que l'IA ne fait que se nourrir de tout ce qu'il y a sur Internet, donc elle se nourrit aussi de ce type de rumeurs, même si je sais que les chercheurs et les opérateurs de l'IA essaient d'y apporter des correctifs. Mais la rumeur est un problème dont on aurait pu penser qu'avec le niveau d'éducation croissant, la scientifisation croissante de la société, ce phénomène de rumeur allait disparaître. En fait, pas du tout. Les rumeurs viennent en force, et c'est un vrai problème. Vous nous proposez de varier nos sources d'informations. Vous pensez évidemment au fait que sur les réseaux sociaux, on a toujours le même type d'information d'une communauté qui a tendance à venir sur notre fil. Et du coup, on est quelquefois enfermé dans un système d'information unique. Oui, c'est ce qu'on appelle la bulle de confirmation. Alors attention, je ne tire pas sur les réseaux sociaux. Moi-même, je m'en sers, notamment de X, comme d'une source d'information. Dans les réseaux sociaux, vous allez trouver le pire comme le meilleur. Vous allez trouver des professionnels qui savent exactement de quoi ils parlent, qui vulgarisent des connaissances, que ce soit en histoire, que ce soit même en théologie, puisque nous sommes sur KTO, il y en a d'excellents. Et puis, vous avez effectivement des gens qui vont propager, je crois de bonne foi, de la désinformation. Donc, il faut savoir faire le tri. Un point important, je pense qu'il faut aussi s'appuyer, d'ailleurs c'est ce que je fais tous les jours, sur les connaissances que nous avons apprises à l'école. Quand des informations semblent être à l'opposé de ce que nous avons appris à l'école, qui nous donne quand même un socle tout à fait solide, il faut se méfier. Voilà. Donc n'oublions pas notre formation scolaire. Moi, je dis toujours que je fais une grande partie du contenu de Egal M6 grâce aux informations, au savoir, à la culture scientifique
que m'ont dispensé mes professeurs, on va dire de la 6e jusqu'à la terminale, au lycée de Biarritz, d'où je suis originaire. C'est grâce à eux que je peux faire ce que je fais. Si j'avais une mauvaise culture scientifique de base dans le secondaire, je ne ferais pas de bonnes émissions. Donc c'est un hommage à vos professeurs. Oui, oui, parce que j'ai eu d'excellents professeurs. Quand je suis arrivé à Paris, moi qui arrivais du fin fond de la province, pour faire une prépa scientifique, je me suis dit, oh là, est-ce que je vais avoir le niveau ? J'étais un bon élève, sans plus. Hein. Il y en avait qui étaient meilleurs que moi dans ma terminale, dans mon lycée. Et je me suis rendu compte que j'avais en fait un excellent niveau. Mais je ne le disais pas à cause de moi, c'est à cause de l'enseignement que mes professeurs m'ont donné. J'ai une dernière question à vous poser sur cette histoire de rumeur. La question qu'on se pose, nous, grand public, c'est est-ce qu'on peut parler de vérité scientifique alors que les études bougent et que ce qui est qualifié quelquefois comme une vérité, à un moment, peut être démenti plus tard par des chercheurs postérieurs ? Alors, c'est une excellente question. Alors, tout d'abord, la vérité scientifique, elle met du temps à surgir. Une étude, voilà, on dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, une seule étude ne fait pas une vérité scientifique. En revanche, la démarche scientifique moderne, qui apparaît à peu près dans les années 50, est un processus en quelque sorte qui s'auto-perfectionne et s'auto-répare. Vous avez une étude à laquelle répond une deuxième, parfois contradictoire, une troisième vient mettre tout le monde d'accord, une quatrième vient se surajouter, et sur une question donnée, au bout d'un certain nombre d'années, on aboutit à un consensus scientifique où on se dit, ben voilà, ça satisfait tout le monde. Alors, ce consensus scientifique, effectivement, il n'est pas éternel. Il va pouvoir être affiné, précisé. Quand il est en remise en question, c'est dans le cadre d'une théorie plus globale. On pense évidemment à la fameuse histoire de la gravité, théorie formulée par Isaac Newton, qui ensuite a été englobée dans une théorie qui s'appelle la relativité restreinte, qui est plus globale, qui n'affirme pas la théorie de Newton, qui reste applicable à des phénomènes très simples, hein, la chute des corps, la mécanique classique qu'on va observer sur Terre avec une voiture ou une fusée, mais qui vient la compléter, l'englober dans une théorie plus générale et plus précise. On gagne en précision. Il est rare que quelque chose issu de la démarche scientifique moderne, j'entends bien, c'est-à-dire issu de la démarche scientifique des années 50, et qui aboutisse à un consensus scientifique, ait été totalement remis en question des années plus tard. Ça arrivera peut-être, mais là, je n'ai pas d'exemple qui me vienne en tête. On prend par exemple le cas classique des dangers du tabac. Premières études l'identifier dès les années 20, dès les années 30. Dans les années 50, ça devient un consensus scientifique, consensus qui est battu en brèche par les grands fabricants de tabac américains qui disent on n'est pas sûr, etc., etc. Mais le consensus scientifique finit par s'imposer dans les années 60-70, où on dit maintenant il y a un lien tout à fait clair entre le tabac et les différentes maladies qu'il va provoquer, essentiellement les cancers et des maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, je doute que ce consensus scientifique soit remis en cause. Vous voyez, je pense qu'éternellement, le tabac, ça restera un poison. Et je doute qu'un jour, la science se dit « Ah non, non, on s'est trompé, finalement, ça ne nous fait rien ». Alors, merci beaucoup, Mac Lesguy. Le mot suivant, c'est « pourquoi ». Et peut-être je peux tout de suite vous dire ce que j'ai derrière la tête, derrière ce mot « pourquoi ». Est-ce que vous diriez que vous êtes un homme du comment des choses, de comment ça se passe, comment ça se fabrique mais est-ce que vous êtes aussi un homme du pourquoi ? Pourquoi les choses ? Pourquoi la présence de l'être humain sur la Terre ? Pourquoi ? Est-ce que ça vous parle, ce pourquoi ? Alors, mon activité première, c'est le comment, effectivement. Et sur les 1200 émissions, je crois qu'on a quand même consacré une émission au pourquoi. Voilà. Pourquoi nous sommes là ? Pourquoi est-ce qu'il y a un univers ? Et ce sont évidemment des questions qui sont fascinantes. Pourquoi est-ce qu'il y a de la vie ? La vie, si vous voulez, c'est un truc pour un physicien qui est un peu inexplicable. Le deuxième principe de la thermodynamique nous dit que tout va vers un désordre croissant, voilà, quel que soit le système. Or, la vie, c'est le contraire, puisque la vie, on part d'atomes désorganisés, de molécules qui se baladent dans des coins, et tout d'un coup, pop, on arrive à des formes qui s'auto-reproduisent, qui sont de plus en plus complexes, et on arrive à l'avènement tout d'un coup, au bout de quelques milliards d'années, d'une espèce pensante qui se met à réfléchir sur le sens de la vie, c'est-à-dire nous.
Et c'est un phénomène fascinant. Pourquoi est-ce que nous sommes uniquement le fruit du hasard? Voilà. Est-ce qu'il y a une contingence particulière qui fait que? Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? Est-ce que d'autres formes de vie sont éparpillées dans l'univers dont on a peine à comprendre l'immensité? L'univers, c'est tellement gigantesque que ça dépasse l'entendement humain. Donc toutes ces questions me traversent, mais c'est vrai qu'en bon scientifique, vous voyez, je les ramène quand même toujours à des questions, ces questions métaphysiques, je les ramène toujours à des questions scientifiques. La science n'explique pas ni le sens de la vie, ni les mystères de son origine, ni celle de l'esprit humain. Donc, même si le pourquoi m'effleure, je redescends souvent au niveau du comment, vous avez raison. Le comment vous rassure. Le pourquoi ne vous empêche pas de dormir? Non, le pourquoi ne m'empêche pas de dormir. Ce sont des questions qui sont fascinantes. C'est vrai que j'y pense parfois, avant de m'endormir. Je dis quand même tout ça est quand même fascinant. Et puis, plus vous creusez tant les mystères de l'univers que les mystères du vivant, une formation de biologiste, il y a des questions qui sont absolument fascinantes. Si je peux vous raconter une anecdote, un jour je travaillais avec un anatomiste, grand anatomiste, professeur Rabichong, qui me dit, vous voyez le système dont le sang circule dans le corps humain. Il y a une articulation qui est vraiment compliquée à franchir, c'est celle du cou. Or, le sang doit monter en permanence au cerveau. Le cou, vous voyez, vous tordez le cou, vous pouvez le baisser, etc. Vous pouvez jouer de plein de degrés de liberté dans cette articulation. Il ne faut pas que l'artère qui amène le sang à votre cerveau soit bloquée par un mouvement de votre cou, ne serait-ce qu'un quart de seconde, parce que le cerveau ne serait plus irrigué. Eh bien, qu'est-ce que la nature a trouvé comme réponse à cette question? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle a divisé l'artère, au moins elle arrive dans le cerveau. Tout là, vous avez l'artère, et tout d'un coup, l'artère, elle se coupe en deux, voilà, et elle se réunifie pour abreuver votre cerveau. De telle manière que si vous vous coincez l'artère d'un côté, le sang passe par l'artère de l'autre côté. Et c'est le seul endroit du corps humain où une artère va se diviser comme ça pour éviter qu'il y ait une rupture dans l'approvisionnement du cerveau en sang. Et il me disait, ça pour moi, c'est une réponse d'ingénieur à un problème. Ça montre qu'il y a un ingénieur derrière. Je ne peux pas croire que le hasard seul suffit à créer cette solution technique absolument incroyable à ce problème de circulation du sang. Voilà, et je repense souvent à cette question. Est-ce qu'il y a un ingénieur derrière? Voilà, parce qu'on est tenté. Ou est-ce que c'est juste le hasard qui a fait qu'un jour, un être mystérieux, il y a une mutation qui fait que ça a coupé en deux? La mutation paraît improbable. La thèse de l'ingénieur qui dit bon, on va dessiner l'homme en faisant ce diverticule incroyable, cette solution technique incroyable non plus. Voilà, c'est un peu le pari de Pascal. Hein, on est entre ces deux abîmes, et pour l'instant, je reste là. Donc pour l'instant, vous, Mac Lesguy, vous n'avez pas tranché. Vous ne vous êtes pas mis dans une voie. Non, ni le hasard. Le hasard ne vous satisfait pas, en tout cas. Comme disait Cuvier, voilà, le hasard reste la seule hypothèse qui reste aux scientifiques rationalistes, mais on voit bien toutes les limites qu'il y a. Après, on peut élargir ça au niveau de l'univers. Hein. Pourquoi est-ce que notre univers apparaît? Qu'est-ce qu'il y a avant? Est-ce qu'il y a un avant? Il n'y a pas d'avant. Hein, dans les théories récentes de l'univers, le temps commence avec notre univers, et peut-être qu'il est restreint à notre univers. Il y en a peut-être d'autres. Enfin, le nombre de questions métaphysiques que pose la science est tellement gigantesque, effectivement, qu'on peut être que perdu. Alors, soit ça vous empêche de dormir, soit vous dormez en disant ça nous promet peut-être demain de belles découvertes. Ah, et bien voyez, vous m'introduisez le mot suivant qui était après. Après. Alors, après, évidemment, on pense toujours à qu'est-ce qui se passe après. Qu'est-ce qui se passe après notre vie? Qu'est-ce qui se passe lors de notre mort et après notre mort? Quand j'étais jeune, notamment quand j'étais en école préparatoire, chez les jésuites, voilà, on s'intéressait beaucoup à cette question, et j'étais assez intéressé et passionné par cette question. Et puis j'ai rencontré des généticiens, j'en ai lu aussi, et je me suis dit, je suis assez séduit aujourd'hui par cette théorie qui vaut ce qu'elle vaut, qui est celle d'un grand biologiste britannique qui s'appelle Richard Dawkins, qui dit, mais après, évidemment que nous survivons.
Nous survivons sans doute pas sous la forme d'une âme désincarnée, etc. Mais notre corps nous survit pour peu que nous ayons une descendance, puisque nous allons transmettre nos gènes à nos enfants et à nos descendants. Et vous connaissez la thèse de Dawkins. Dawkins dit finalement, nous ne sommes que les enveloppes de notre patrimoine génétique, et ce besoin universel qu'on observe dans la nature, dans toutes les espèces, des végétaux aux animaux et jusqu'à l'homme. Ce besoin de se reproduire, ça n'est au fait que ce besoin qu'a cette molécule, l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui est, je rappelle, le support universel de la mémoire génétique sur Terre, des végétaux jusqu'à nous, le besoin de se reproduire au travers de nos descendants. Donc, quelque part, nous allons survivre par nos gènes. Nous savons tous ce que nous héritons de nos parents. Nous héritons une part acquise, bien évidemment, par notre environnement familial, spirituel, social, notre environnement scolaire, nos amis. Nous héritons aussi, et il est très difficile de démêler ce qui vient de cet acquis, de ce qui vient de cet inné. Donc nous héritons aussi, d'une part, que nous ont légué les gènes de nos parents et de nos grands-parents. Peut-être que finalement, nous sommes les jouets inconscients de cette espèce d'horloge moléculaire mystérieuse mais omniprésente sur Terre, qu'est la molécule d'ADN. C'est peut-être elle le vrai moteur de la vie, le vrai moteur de l'évolution. On ne sait pas d'ailleurs si elle est arrivée telle qu'elle sur Terre ou si ça a été le jouet de réactions chimiques au cours du premier milliard d'années d'existence de la Terre. Pour moi, aujourd'hui, ça me plaît beaucoup. J'ai la chance d'avoir des enfants, j'ai la chance d'avoir des petits-enfants. Ça me plaît beaucoup de dire que je vais continuer à vivre dans leur corps après ma mort. Et puis aussi, nous sommes devenus une espèce sachante, une espèce qui a une mémoire externe, que sont les livres, que sont Internet. Voilà. On continue à vivre par sa production. Sa production d'écrits, sa production de savoir, on apporte des petites pierres et puis on vit très très longtemps jusqu'au moment où, heureusement, notre souvenir va se dissoudre dans ce grand continuum. Alors certaines personnes restent connues et on a leur héritage, mais tout le monde n'est pas César ou Jésus. Voilà, je pense que dans quelques générations, voilà, tout le monde m'aura oublié et c'est très bien comme ça. Mais il n'y a pas quelque chose dans le moi ou dans le jeu ou dans le sujet dans vous, Mac Lesguy, qui est incommunicable. Enfin, le moi, évidemment que les enfants, les petits-enfants portent quelque chose d'un patrimoine génétique, mais votre moi, le plus personnel et le plus profond, ça, c'est incommunicable. Et ça, il devient quoi dans cette transmission? Ça, il disparaît, du coup. Ah oui, ça, je pense qu'il disparaît, mais peut-être, encore une fois, peut-être qu'on est juste des fioritures qui emballent nos gènes. Moi, si je devais me définir, je pense souvent, j'ai la grande chance, je suis émerveillé en permanence par la beauté du monde. Voilà. Je dirais un peu comme Leibniz, voilà, l'homme a été créé parfait, je crois que c'est lui qui a dit ça, l'homme a été créé parfait dans un monde parfait. La perfection du monde, voilà, même des humains, des animaux, de la nature qui nous entoure, du cosmos, m'émerveille. Voilà. Et cette part enfin, cet émerveillement permanent, je me lève tous les matins en me disant le monde est incroyablement beau. Alors, des fois, j'en parle à mon entourage, les gens me disent « Ah bon, tu crois ?» Je dis « Mais tu te rends pas compte. » C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup voyager. Voilà, mais rien, vous me mettez devant un arbre, je peux le regarder pendant des heures en me disant « Mais qu'est-ce que… » Je suis un observateur émerveillé par la beauté du monde. Et quelque part, c'est un peu, alors c'est présomptueux de ma part de dire ça, mais cette curiosité, cet émerveillement que j'ai pour le monde, j'essaie dans le domaine scientifique, voilà, une partie de mes émerveillements, de le transmettre dans mon émission. Voilà. Pour le reste, je me dis que mes émerveillements, oui, je les garderai pour moi et il y a des tas de choses dont j'aimerais bien qu'elles me survivent, mais elles ne me survivront pas. Je dis, c'est pas grave, voilà, on a tous cette part mystérieuse qui nous est très personnelle, qui disparaît avec nous. Voilà, il faut. Ça fait. Vous savez, on est 8 milliards de vies sur Terre, ça fait beaucoup de brouhaha intérieur quand même à l'intérieur. Donc à un moment, en théorie de la formation, il faut bien accepter qu'il y ait une partie qui parte. C'est pas grave, notre cerveau est quand même une machine à s'émerveiller et à nous procurer du plaisir par tous les moyens, que ce soit par la nourriture, que ce soit par la vision, que ce soit par les connaissances intellectuelles qu'on va avoir.
avouez-le, je vois du jour dire, oh, la vie est dure, etc., etc. Mais non, la vie, avant tout, c'est une aventure qui est merveilleuse. Essayons d'en profiter au maximum. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Merci beaucoup, Mac Lesguy. À tout de suite pour la dernière partie de cette émission. Nous sommes toujours sur KTO, dans Lumière intérieure avec vous, Mac Lesguy. Avec plaisir. Alors, cette expérience démo? C'est amusant parce que on parlait tout à l'heure, étant plus créatif en bas de pyjama. Oui. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir d'interlocuteur permet de laisser errer son regard sur ses ampoules, etc. Voilà. Et on est un peu... et oui, quelque part, c'est un peu idiot, mais on est plus tourné vers soi. On répond plus pour soi que pour vous. Je vous entends effectivement en studio. La relation nous contraint moins. Et la relation contraint moins, Oui. effectivement. On peut partir, chercher plus loin, plus se concentrer. Vous voyez, là, je cherche toujours à répondre à vos questions. Je ne vous regarde plus, ce qui n'est pas très poli. mais c'est vrai que quand on doit répondre à des questions compliquées, on a tendance à essayer de se renfermer à l'intérieur de son cortex, plutôt que de dire, mais oui, vous avez parfaitement raison, etc. Voilà, donc ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Alors, une expérience agréable, en tout cas. Ah, tant mieux. On parlait dans l'intervalle de votre ami prêtre qui était à la fois scientifique et prêtre, et ça permet d'évoquer quand même des grands scientifiques et des grands croyants. Ça existe? Bien sûr. Alors, il y a quelques années, il y a eu toute ce qu'on appelait ça la gnose de Princeton. Voilà, on a tous lu ces livres où des astrophysiciens nous expliquaient que l'univers était tellement réglé qu'il fallait qu'il y ait une intelligence derrière, etc. Bon, c'est un peu passé de mode. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des scientifiques s'accordent à dire qu'effectivement, la spiritualité, les religions et la science ont deux discours parallèles qui sont l'un n'annihilant pas l'autre par définition. Il y a de grands scientifiques qui sont tout à fait croyants, voilà, d'autres qui ne le sont pas. Il est clair que là où les religions, il faut bien parler au pluriel, aujourd'hui n'influencent plus le discours scientifique, pas plus que la science, ou du moins très à la marge, n'a influencé le discours religieux, les discours spirituels. Et d'ailleurs, j'ai un bon ami qui est ingénieur agronome comme moi, qui a poursuivi vraiment d'excellentes études, qui a beaucoup étudié notamment les théories de l'évolution, voilà, a étudié la pensée de Teilhard, celle de Darwin, et puis qui est devenu dominicain. Et je lui disais, mais toi qui es scientifique à la base, qui connaît parfaitement, vous savez que pendant longtemps, la religion catholique a dénié tout fondement aux thèses de Darwin. Hein. Pour eux, l'homme et le singe n'avaient pas d'ancêtre commun. Bon, on sait, sans être créationniste, ils n'arrivaient pas à avaler cette histoire. Il dit, toi qui connais bien les thèses de Darwin, qui connais leur justesse, voilà, comment peux-tu encore avoir la foi? Évidemment, tu ne prends pas le récit de la Genèse au premier degré, tu le prends au second degré comme une sorte de parabole, mais au-delà même, voilà, tu sais que que Dieu n'est caché nulle part, quelque part, il n'est pas sur un nuage en train de distribuer les bons points. Il dit non, bien sûr, etc. Mais il me reste une chose essentielle, et il dit, je suis là pour témoigner. J'ai trouvé que c'était très beau, et donc il vivait parfaitement le fait d'être un bon scientifique. Il travaillait d'ailleurs pour l'épiscopat sur des questions de compréhension des enjeux scientifiques. Voilà, il restait donc catholique très pratiquant, même il célébrait la messe dans son couvent. Voilà, donc il avait vraiment cette dualité du scientifique et du religieux. Et témoigner de quoi, du coup ? Témoigner de l'existence, qu'il y a autre chose que le monde des faits matériels, voilà, de ce qui est accessible à notre connaissance, à nos sens, à notre vue, à notre toucher, à notre odorat, à notre compréhension. Donc témoigner qu'on peut être chrétien et chercheur, scientifique. Et témoigner qu'on peut être chrétien et chercheur, effectivement. Qui peut y avoir la vérité d'un monde invisible. Je ne sais pas s'il irait jusqu'à dire, voilà, je ne sais pas qu'il peut y avoir une vérité autre que scientifique. Ouais. Et ça rejoint d'ailleurs l'humilité que doit être l'humilité du scientifique, qui est que la science a réponse à tout ce qu'elle touche, ou peut chercher une réponse à tout ce qu'elle touche. Mais la science, très certainement, ne peut pas toucher à tout, elle ne peut pas régir le monde, elle ne peut pas proposer aux hommes
une compréhension globale du monde. En tout cas, pour l'instant, elle n'y est pas encore arrivée, même si certains y travaillent. Il reste beaucoup de mystères en science. Alors, ce pas des mystères très très sexy, entre guillemets. On parle de masses cachées dans l'univers, on parle du comportement incompréhensible à nos sens des particules subatomiques. Voilà, ce sont des mystères qui excitent vraiment les chercheurs. Mais en tout cas, d'une manière globale, la science n'a pas proposé une théorie globale du monde, voilà, et de l'homme. Voilà. Après, il y a des questions qui sont métaphysiques, et c'est là qu'effectivement d'autres discours prennent le relais. Alors, il ne s'agit pas de les cloisonner, mais il s'agit de pouvoir dire ça relève du domaine de la science, ça relève du domaine de la spiritualité, et évidemment que l'un va finir par, je disais, par interférer. L'un peut finir par rejoindre l'autre, peuvent s'incarner dans, effectivement, comme vous le disiez, donc quelqu'un qui est à la fois scientifique et à la fois croyant. Oui. C'est-à-dire que s'il y a quand même une vérité, à un moment donné, la foi rejoint la science. Même si aujourd'hui, pas encore sur plein de domaines, mais si les deux sont des voies complémentaires pour aller vers une forme de sagesse ou de vérité ou de raison commune. Oui, alors... Dans ces cas-là, un jour, les deux se rejoignent. Il faut espérer que les deux, se rejoignent, effectivement. Pendant longtemps, vous le savez, l'Église a eu du mal avec le progrès scientifique. Il y a eu des encycliques célèbres que je ne vais pas vous rappeler. Et puis à un moment, l'Église a fait en quelque sorte son aggiornamento, a dit, on voit bien que la science moderne, effectivement, nous apporte des faits, et on va trouver une nouvelle manière de vivre notre foi. On est là sur une foi qui, comme vous le dites, a fait son aggiornamento. Voilà. Vous avez d'autres foi dans le monde qui ne le font pas du tout et qui refusent tout aggiornamento. Et c'est pour ça que je dis les foi. Alors évidemment, nous vivons plutôt ici dans un monde, un système de valeurs qui est judéo-chrétien. Voilà. Mais il y a il y a quelques grandes religions monothéistes sur Terre, et puis il y a beaucoup de grandes religions polythéistes, etc., qui font appel à d'autres phénomènes, qui sont des religions qui vont être plus ritualistes, etc. C'est très fascinant. Je vais pas vous mentir, je n'ai pas de foi particulière, mais le phénomène religieux m'intéresse beaucoup. La prochaine émission sur pour la prochaine émission. Mac Lesguy, merci beaucoup. Vous pourrez retrouver cette émission sur ktotv.com. Je rappelle votre actualité. Toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire, aux éditions du Rocher. Merci de nous avoir offert ce beau voyage avec vous. Je crois qu'on a tous réappris à regarder la beauté du monde. Je l'espère. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci, Mac Lesguy. À bientôt.